Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal télévisé. Voici les principales informations que nous allons développer. Nouveau scrutin en vue à Rurutu. Après Makemo, les électeurs des Australes pourraient eux aussi être rappelés aux urnes. Des manquements au code électoral et des pressions présumées sur certains électeurs ont été relevés ce matin par le rapporteur public. Attention, forte houle annoncée au sud de Tahiti. Vigilance accrue sur la presqu'île où les services de secours et les habitants surveillent attentivement les évolutions météo et se préparent à faire face aux forces de la nature. Sous l'eau aussi, le danger est bien réel. Vendredi à Tetiaroa, un pêcheur sous-marin a frôlé la mort avant d'être sauvé par ses partenaires de plongée. Un témoignage fort alors que plusieurs décès en mer ont déjà marqué le début de l'année. Son message, ne jamais partir seul. Et puis la mer comme terrain de dépassement de soi et de transmission. Le Heiva Tamahoe a réuni près de 800 élèves à Punaoia. Cette grande fête du Va'a scolaire a aussi accueilli des équipages venus de Tubuai et de Bora Bora. Après Makemo, Rurutu pourrait à son tour revoter. C'est en tout cas ce qui ressort des conclusions du rapporteur public rendu ce matin au tribunal administratif. En cause notamment le non-respect du code électoral et des pressions exercées sur certains électeurs. Les détails avec Samté Naouri. L'écart était donc très faible, très minime. Et ça a été suffisant, en tout cas, pour le rapporteur public de considérer que ces élections doivent être annulées. Sur les 9 points de contestation soutenus par la liste Rurutu Touanan Ei, le rapporteur public n'en a retenu que 2 pour motiver sa demande d'annulation. La distribution de propagande électorale la veille du scrutin, ce qui est interdit par le code électoral, et des pressions qu'auraient subies certains électeurs pour faire changer le nom du bénéficiaire de leur procuration. Il y aurait eu des dizaines de témoignages, mais seulement une poignée d'attestations fournies au tribunal. Il fallait avoir une grande dose de courage pour, disons, soutenir et dire effectivement nous avons fait l'objet de pression, nous avons été obligés de modifier nos procurations pour pouvoir permettre de donner la procuration pour une personne en étant sûr qu'elle allait voter pour le maire. Le président du tribunal administratif rendra sa décision le 23 juin et il est plutôt rare qu'il ne suive pas les recommandations du rapporteur public. Les auteurs des contestations se préparent déjà à un éventuel retour aux urnes. Je vais rentrer demain sur l'île de Rurutu et je vais faire une réunion de mon liste et avoir l'union. On demande l'union avec Rurutuatu et avec nous. Et même aussi les électeurs qui ont voté sur Tapur Amui du maire sortant. Frédéric Rivetta a d'ores et déjà annoncé que si le 23 juin, le président du tribunal administratif annulait les élections municipales à Rurutu, il ferait appel de la décision devant le Conseil d'État. Il conteste également avoir exercé des pressions et enfreint le code électoral. D'autres recours ont été déposés contre les résultats des dernières élections municipales dans plusieurs archipels. C'est le cas notamment à Tuamotu, à Tureia, où le tribunal administratif a annulé ce matin le scrutin de mars dernier. On change de juridiction avec une affaire sur Fondice qui avait marqué les esprits en 2023. 5 personnes, dont 2 mineurs au moment des faits, seront jugées à partir de demain par la Cour d'assises des mineurs. Elles sont principalement poursuivies pour des violences en réunion ayant entraîné la mort d'un homme à Mateia avant l'ouverture du procès. Retour sur les principaux éléments du dossier. Les faits remontent au 24 septembre 2023 à Mateia. Ce jour-là, les secours sont appelés après la découverte du corps sans vie d'un homme de 32 ans sur un terrain vague. La victime est retrouvée ligotée, le visage tuméfié, le corps recouvert d'un store faisant office de bâche. Selon l'ordonnance de mise en accusation, l'affaire débute par une transaction de 10 grammes d'ice. La victime aurait sollicité un contact pour acheter de la méthamphétamine. Ce contact aurait ensuite servi d'intermédiaire avec un jeune homme chargé de trouver le produit. Ce dernier aurait alors contacté le fournisseur présumé. Mais avant le rendez-vous, il est mis en garde, l'acheteur serait connu pour voler de l'ice. Le fournisseur présumé aurait alors fait appel à un individu pour sécuriser l'échange. Le soir venu, la transaction dégénère entre la victime et les 3 adultes impliqués dans l'échange. Selon plusieurs déclarations, la victime aurait tenté de dérober la drogue avant de s'enfuir. Elle est rattrapée.
frappés, puis immobilisés au sol. 2 mineurs passent alors à proximité de la scène. L'un d'eux est le cousin de l'un des adultes impliqués dans la bagarre. Les 2 jeunes sont sollicités pour trouver de quoi ligoter la victime. Les versions divergent sur le moment exact de la mort. Plusieurs éléments du dossier mettent en cause l'un des accusés pour étranglement de la victime. L'autopsie, elle, conclut à une asphyxie mécanique, indiquant des lésions compatibles avec une strangulation. Plus de 2 ans après les faits, les 5 accusés devront s'expliquer dès demain devant la justice. Le casier judiciaire de chacun ne portait mention d'aucune condamnation. Un article plus détaillé est à retrouver sur notre site tntvnews.pf. Autre visage de la violence, celle, souvent passée sous silence, qui se déroule au sein même des foyers. La réalité est alarmante face à l'ampleur du phénomène. Le CESEC s'est saisi du sujet et a adopté aujourd'hui à l'unanimité un rapport qui interroge la stratégie du pays et formule plusieurs recommandations. Veille Mitiarlo a assisté au débat. Près de 4000 dépôts de plaintes et seulement 500 affaires jugées en un an. Les chiffres rappellent la réalité dramatique des violences en Polynésie, où le souvenir de la petite Hayden reste encore dans toutes les mémoires. Pour briser ce cycle, le CESEC préconise de revoir en profondeur la méthode de travail des institutions. On se rend compte qu'il y a des dispositifs existants, mais qui ne sont pas nécessairement coordonnés. C'est un petit peu des dispositifs en silo. Au niveau de la DSFE, au niveau de la justice, au niveau de la police et ainsi de suite. Ce qu'on voudrait, c'est que les gens se mettent autour d'une table, que ce soit l'État, le pays, les communes et même les associations, pour pouvoir discuter du phénomène et chercher ensemble des solutions. Ce qui est important sur ça, c'est qu'il n'y ait pas de rupture en fait dans ce parcours. Et c'est souvent ce qui est le cas. Il y a de bonnes intentions, il y a des institutions qui sont là pour œuvrer correctement, mais il y a des ruptures. Ce besoin de briser les silos résonne alors qu'une circulaire nationale datée du 8 juin, prise après le décès tragique de la jeune Liana en métropole, exige désormais des parquets un traitement prioritaire et accéléré des infractions sexuelles sur mineurs. De son côté, pour éviter les ruptures de parcours, le CESEC réclame la création d'un centre d'urgence sociale fonctionnant 24 heures sur 24. En réponse, la ministre des Solidarités affiche ses priorités, un service d'urgence et une réorganisation de la DSFE. Les blocages ne viennent pas de nous parce que lorsque nous recevons par exemple des enfants en danger, nous avons besoin d'abord de la justice, c'est la justice qui nous saisit directement. On va mettre en place un service qui dépendra du ministère de la Santé de moi-même, qui va donc répondre à ces urgences-là. Et puis, j'ai annoncé qu'on avait une réorganisation en cours qui sera présentée d'ici 2 mois. En attendant ces réorganisations, l'urgence de nuit se gère encore trop souvent de manière informelle en direct avec l'exécutif via les réseaux sociaux. Avec des préconisations concrètes sur la table, la société civile propose désormais un plan global que le pays ne pourra plus ignorer. Un épisode de forte houle est attendu dans les prochains jours au sud de Tahiti. À Tarapu-Ouest, autorités, secours et riverains se préparent déjà. L'objectif, anticiper les risques alors que l'accès à certaines zones pourrait être compliqué. À l'approche de la forte houle annoncée, la vigilance monte sur la presqu'île. Les services de secours surveillent tout particulièrement les secteurs les plus exposés. Ceux où l'accès pourrait devenir difficile pendant plusieurs jours, comme Te Ahupu'o et Whenua-Echere, déjà confrontés à ce type d'événement par le passé. Alors pour nous, pour cet événement, la zone la plus vulnérable, c'est bien Te Ahupu'o et le Whenua-Echere. Donc à savoir qu'on attend la houle qui vient du sud-sud-ouest. Éventuellement aussi Vera'u et To'ahutu. Mais la plus vulnérable, c'est Te Ahupu'o. C'est quoi la difficulté avec c'est les accès, et surtout pour le Whenua-Echere. Le seul accès au Whenua-Echere, c'est par voie maritime. Et cette houle ne vient pas arranger l'accès, quoi. Face à ces risques, la commune s'appuie sur les prévisions météorologiques pour adapter sa réponse. Des mesures de restriction pourraient être décidées afin de limiter les comportements à risque sur le littoral et mobiliser les forces de sécurité. Aujourd'hui ou plus tard demain, donc les AT vont être prises et décidées.
selon les prévisions de Météo France et aussi du Haut Commissariat. Et donc on prendra les arrêtés, justement, l'interdiction pour aller à la mer, quoi. Donc bon, ça va toucher tout le monde. Et donc toutes les forces vives au niveau de la sécurité seront aussi sur place. Sur le terrain, les habitants habitués aux coups de mer prennent eux aussi leurs précautions. Renforcement des protections, surveillance des installations et adaptation de l'accueil touristique. Chacun tente de limiter les dégâts tout en composant avec une réalité bien connue des riverains. Il y a un copain qui nous a donné plein de poutées farine là pour faire des sacs de sable. On va encore mettre partout. Ça protège quand même les sacs de sable malgré les petits murets qu'on a fait. Mais on va quand même mettre des sacs de sable. On va se tenir prêt quand même. Les autorités invitent la population à suivre l'évolution des bulletins météo et à éviter les zones exposées lorsque la houle atteindra son maximum. Un appel à la prudence alors que la côte sud se prépare une nouvelle fois à vivre au rythme de l'océan. Et justement, on fait tout de suite un point avec Fabrice Florian, prévisionniste à Météo France Polynésie. Il est interrogé par Yann Roux. Alors c'est une houle longue de sud-ouest, une forte houle. On parle de houle longue, donc c'est le paramètre période qui est attaché à cette houle. Et ça transporte beaucoup d'énergie. Cette direction est propice au spot de Te Ahupo, sud-ouest, sud-sud-ouest. Sur le spot, on peut même s'attendre à quasiment 6 mètres sur les séries les plus grosses. Au moment du pic, donc vendredi matin, de très forts courants effectivement près des passes. Et effectivement, au niveau de la côte, on parle de vague submersion. On peut avoir ce côté vague, destructrice au niveau des côtes exposées. On travaille vraiment de concert avec le Haut-Sarléa, la protection civile. Donc c'est déjà le cas en fait, la communication entre nous par rapport à cet épisode. Aussi majestueuse soit-elle, la mer présente de nombreux dangers. Les nombreux drames depuis le début de l'année nous le rappellent. Et ce nouveau témoignage également, celui de Teriki Schmidt, qui a échappé au pire grâce à ses partenaires de pêche vendredi dernier à Tetiaroa. Thomas Chabrol et Jessica Doucet l'ont rencontré. Une belle prise et soudain tout bascule à une quinzaine de mètres sous la surface. Teriki ne le sait pas encore, mais l'une de ses palmes est en train de céder. Une casse matérielle qui va compliquer sa remontée vers la surface. J'avais tiré un poisson et il était quand même assez lourd, il a commencé à me tracter un petit peu. Et au moment de la remontée, j'ai senti que j'avais plus trop de force. Je commençais à paniquer un petit peu et au moment où j'ai voulu appeler mon copain, mon binôme, j'ai vu qu'il était déjà à mon secours, déjà pas très loin de moi. Du coup, ça m'a rassuré. Il a pris mon fusil, il a tiré le poisson. J'ai essayé de nager encore et j'ai tendu la main vers mon deuxième binôme qui lui aussi est venu me tirer jusqu'à la surface. Au-dessus de lui, ses partenaires ont immédiatement compris que quelque chose n'allait pas, un réflexe qui lui a probablement sauvé la vie. Ils ont vu que j'avais mis du temps sous l'eau, j'aurais besoin d'aide et certainement qu'ils avaient vu aussi déjà ma palme, que j'avais pas trop de puissance. Du coup, ils sont venus à mon secours avant même que je ne le demande. Une fois revenu à l'air libre, la situation reste critique. La plongée aurait pu avoir des conséquences dramatiques pour ce pêcheur professionnel de 27 ans. Dès que le copain m'a mis à la surface, j'ai commencé à suffoquer pendant plusieurs secondes, une dizaine de secondes peut-être. Et heureusement qu'ils m'ont tenu parce que apparemment ils disaient que je commençais à recouler vers le fond. Du coup ils m'ont tenu tous les deux et le temps que je récupère, que je prenne bien ma respiration. Manouiri, sa compagne, a assisté à toute la scène. Elle était à bord du bateau lors de cette sortie en mer au large de Tetiaroa. J'avais peur de le perdre sous l'eau. Je me suis dit peut-être que c'est un requin qui le tracte, peut-être qu'il se passe quelque chose et on ne comprend pas ce qui se passe. Donc c'est compliqué quand tu es à la surface. En plus, il avait un drôle de regard, en fait comme s'il regardait blond devant nous. Il savait pas trop même à mon avis, il savait même pas ce qui lui arrivait à ce moment-là à la surface. Le temps qu'il reprenne ses esprits. Ouais. Une mésaventure qui rappelle que sous l'eau, l'expérience ne remplace jamais la vigilance. Pour ces amoureux des fonds marins, la leçon est claire. En quelques secondes, un binôme attentif peut faire la différence entre un incident et un drame.
Ces tortues-là ne se trouvent pas sous l'eau, mais dans les communes les plus performantes en matière de tri des déchets. Pour la 18e fois en 21 éditions, Aroué remporte la tortue d'or. Dans les archipels, Fakarava se démarque également, Laure Philibert et Mataïhorei. C'est le fruit d'une rigueur au quotidien. Aroué, et cette année encore la commune qui trie le mieux ses déchets. Une 18e récompense reçue à domicile. Les efforts des habitants et des rippers ont été salués. Voilà les acteurs qui portent au quotidien. On leur doit tout. Lorsque la poubelle n'est pas triée correctement, elle n'est pas ramassée. Nos agents repassent ensuite pour rencontrer les abonnés, pour leur réexpliquer que le travail qui est fait, qui consiste à collecter, ne signifie pas qu'au départ, ça soit tout et n'importe quoi dedans. La seconde chose, nous avons installé des caméras au niveau d'un certain nombre de points d'apport volontaires. Il va falloir que les communes s'équipent. Donc il y a des moyens financiers importants à les trouver pour les aider à s'équiper et à gérer ces poubelles, puisque c'est grâce à cet effort que la population va arriver à trier. Et on espère que le développement des déchetteries devrait permettre d'augmenter aussi considérablement leur performance de tri. Punaouia et Paea restent tortues d'argent et de bronze. En queue de classement, Papara, Papeete et Hitiaotera. Côté archipel, Fakarava, tortue d'argent l'an dernier, Ravi l'or à Rimatara. Rimatara est la communauté de communes Hawaï qui figure elles aussi parmi les plus assidus en matière de tri sélectif. Franchement, c'est un peu le stress, mais bon. Et bien sûr, il y a toute une organisation. Et je pense que la population, ils ont compris maintenant ce qu'on va faire. En 2025, ce sont près de 10 000 tonnes de déchets recyclables qui ont été récoltés. À l'échelle du Fénois, c'est moins que l'an dernier, même si les îles se sont particulièrement impliquées, avec 20% de déchets en plus dans les bacs verts. Plein d'énergie avec la 15e édition du Heiva Tamahoe. 800 élèves réunis sur le plan d'eau pour cette grande fête du Va'a scolaire. Tuboué et Bora Bora étaient également représentés en cette journée, placés sous le signe du dépassement de soi et de la transmission. Louis Rival Perkins, Veitiarina Nauta. Pour cette 15e édition du Heiva Tamahoe, 26 classes, 800 élèves issus de 20 écoles différentes ont ramé vers la victoire au parc Vairai. Pour Philippe Chogne, le succès de l'événement s'explique autant par l'enthousiasme des jeunes rameurs que par l'implication des communes dans le développement du Va'a. Quelques écoles sont investies, c'est au travers des communes qui mettent en place des écoles de Va'a. Ce sont ces communes-là qui permettent aux écoles de pratiquer l'activité. Et il y a un engouement particulier des îles. Aujourd'hui, nous accueillons Tuboué et Bora Bora, l'école de Fanui qui vient de Bora Bora, l'école de Teinamahu qui vient de Tuboué. Bien plus qu'une compétition, cet événement a offert aux élèves l'opportunité de représenter leur île, de partager leur passion et de se mesurer à leurs homologues polynésiens. Ils ont bien travaillé, même nous. On était trop contents d'arriver premier. Il faut juste qu'on batte le chronomètre. Voilà. Tu viens de Tuboué, hein? À Tuboué, comment on s'entraîne? On s'entraîne avec des grandes pirogues, des pirogues pour adultes. Pas comme ça, c'est un peu plus grand, c'est plus lourd, les rames c'est un peu plus gros. Mais là c'est vu, c'était bien, c'était pas lourd, les rames, la pirogue aussi, les parties vides, c'est bien. Michel Kainuku, enseignant à Tuboué, est l'un des principaux acteurs dans la réussite de son équipe. Malgré les obstacles administratifs qui ont jalonné ce parcours, cette rencontre est déjà une belle victoire pour le sport polynésien. L'objectif est atteint. Et moi je dis c'est atteint parce qu'on est là sur Tahiti, ils sont là sur le plan d'eau. Alors ils voient qu'autour d'eux ils ne sont pas les seuls à faire du Va'a. Parce qu'à Tuboué c'est une seule équipe qui s'entraîne, il n'y a pas de concurrents. Et là aujourd'hui ils voient bien leur niveau, ils peuvent se mesurer aux autres aussi. Le Va'a sera de nouveau à l'honneur l'an prochain. Les futurs collégiens pourront relever le défi et affûter leur expérience lors de l'Aimeo Va'a Race. On clôture ainsi ce journal. Juste après, retrouvez Ramzi Malouki dans un nouveau numéro de Ciné Nuit, puis de l'aventure avec l'épreuve d'orientation de Koh Lanta. Je vous laisse sur ces quelques images de Heihire Mooria sur la scène du Taupitian Air. Très belle soirée à tous sur TNTV. À demain.
Hichiao Terra.